Bonjour Bernard Baudouin, Bonjour Joël. heureuse de vous retrouver. Bah, moi aussi, hein, ce début d'année qui va être une grande année, forcément. Alors, c'est une grande année, pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit pas grande, hein, et belle et lumineuse et tout, quoi. Non? 2025, c'est une année neuve. Comment? Une année neuve. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois Mhm. pour des entretiens. Vous avez écrit beaucoup, beaucoup de livres. Le premier en 1994, cours d'écriture automatique. Enfin, vous avez écrit énormément de livres. Présentez-vous en quelques mots. Bah, écoutez, je suis un homme de mots, effectivement, et je suis dans la transmission depuis longtemps, quoi. Donc voilà, je viens un peu d'un milieu artistique et puis dans la communication pendant un certain temps. Et puis c'est vrai qu'en 94, j'ai tout arrêté pour faire que des livres, quoi. Voilà. Il y en a plus de 50, hein. Ah là, c'est 150 on est hein, maintenant. Hein. 150? Ouais, ouais, tout à fait. Vous n'arrêtez pas. Bon, alors, nous, on va parler. Est-ce que c'est le dernier, un autre regard sur le deuil et la mort? Ouais, c'est le tout dernier. Il y en a deux qui viennent de paraître là, celui sur l'eau en novembre et celui sur le deuil en décembre. Ouais, tout à fait. Tout au début du livre, vous dites, ce livre n'est pas ce qu'il paraît être. On pourrait penser qu'il s'agit d'un nouvel ouvrage généraliste sur la mort, d'une énième tentative pour approcher l'un des plus grands tabous de tous les temps, voire d'une savante compilation des moyens de mourir. Ben, pas du tout. Alors, c'est quoi ce livre? C'était pour en fait montrer un petit peu la face cachée de ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle communément le deuil, en fait, et tout ce qui est lié à la fin de l'existence humaine, en fait. Et alors qu'en réalité, il y a une autre réalité plutôt que la réalité ordinaire. Il y a une autre réalité qui est celle de notre véritable existence, qui n'est pas que physique. Et ce qui veut dire que, et ça, la science d'aujourd'hui l'atteste, hein, la physique quantique en parle beaucoup. En fait, on n'est que de l'énergie, et à partir du moment où on perd le corps physique, bah, on sait que l'énergie ne disparaît pas, qu'elle se transforme simplement, qu'elle change de forme. Donc il reste quelque chose, et c'est ce quelque chose qui travailler sur ce quelque chose qui m'a intéressé pour justement expliquer aux gens que quand on perd quelqu'un, bah, tout ne disparaît pas, c'est pas la plongée dans le néant, il reste quelque chose, il reste la part énergétique de l'individu, et qu'à partir de là, on peut concevoir le départ de cette personne d'une manière différente et éventuellement aussi concevoir le fait qu'il puisse y avoir toujours un lien, quoi. Oui, justement, on perd quelqu'un. On perd quelqu'un, c'est bizarre. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu. Vous avez perdu un enfant, vous, hein, c'est ce jour-là que. Ouais, moi aussi. Ouais. Vous avez perdu un enfant et c'est à ce moment-là que la mort n'a cessé d'être présente dans votre vie, non pas comme une obsession, mais comme une motivation. Ouais, c'est-à-dire que quelque part, ça remet en question ce que perçoivent un certain nombre de personnes quand elles perdent un être cher, à savoir cette disparition ou cette plongée dans le néant ou cette absence totale, en fait. Or, la réalité ultime de l'existence, c'est qu'il y a une continuité, c'est que on est euh, on est porteur d'une énergie, on a une énergie qui pulse en nous, qui est venue effectivement nourrir et alimenter ce corps, hein, euh, aider à développer cette personnalité. Et puis un jour, ce corps-là n'est plus en état de poursuivre sa trajectoire pour de multiples raisons, hein, des raisons souvent différentes, et, euh, et on pense que tout s'arrête là. Or, effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la matière, de l'atomique, va disparaître, hein, parce que de toute façon, tout ce qui est de nature biologique est appelé de toute façon à se transformer, à disparaître. Mais l'énergie pure qui est à l'origine de cette dynamique-là, elle continue à exister sous une autre forme qui n'est plus, comment dire, développée dans la matière. Et donc, à partir de là, il y a une continuité et ça amène à concevoir la disparition de l'autre
d'une manière tout à fait différente, en sachant que, il subsiste quelque chose et que le lien qu'on a eu avec une personnalité, avec un corps, euh, prend une autre forme, mais ne disparaît pas. Mm. Alors, vous dites dans votre chapitre des promesses aux évidences, on nous a tout promis, on nous a tout donné, la liberté, l'égalité, la fraternité, les congés payés, la télévision, la, la Lune, l'IVG, l'Internet dans les années 90, on peut aller partout, faire ce qu'on veut, rencontrer n'importe qui. On approche les têtes couronnées, on entre chez les célébrités d'un jour. D'un coup d'avion, on est à l'autre bout du monde. On connaît tous les continents, tous les océans, tous les animaux. On voit en direct toutes les guerres, toutes les catastrophes. On est témoin de tous les massacres, toutes les pollutions. On milite tout azimut pour les droits de l'homme, mais on nous a menti. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils ne nous ont pas tout donné, ils ne nous ont pas donné quoi? La vie éternelle. Ils n'ont pas dépassé. Ouais, ils n'ont pas donné le fait, ils n'ont pas expliqué, c'est la grande révélation de la science d'aujourd'hui, en fait, qui va dans l'infiniment petit et qui nous permet de plonger dans dans la réalité de notre existence. Je veux dire, quelque part, on est forcément très impacté par la perte de quelqu'un qui est proche, hein. Je veux dire que ce soit un être humain, que ce soit un animal, ou même à la limite que ce soit un lieu aussi, quelque part. Ça, c'est le visible, c'est le palpable, c'est le tangible, c'est ce que nos cinq sens nous permettent de percevoir. Or, il y a une autre réalité qui est la réalité de notre existence fondamentale, qui n'est que énergétique. C'est-à-dire que on sait maintenant, et la science nous le dit, dans chacune de nos milliards de cellules, il y a la même énergie que dans tout l'univers, quoi. Donc on y est lié, on est connecté, et quand on est lié et quand on est connecté avec quelqu'un de vivant, on reste connecté avec l'énergie qui a habité cette personne, même si elle n'est plus là physiquement. Oui, alors il y a celui qui dit, moi la mort, j'y pense jamais, et pourtant la mort, elle est partout. Elle est à la télé, elle est dans les catastrophes, on peut pas l'ignorer, hein, tous les jours. Bien Il y a sûr. autant- alors voilà. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que la mort en vérité? Bah, je crois que c'est le terme est devenu tellement générique qu'il a été beaucoup banalisé en fait. Ce qu'on appelle la mort, c'est la fin d'une trajectoire physique humaine, d'un corps. On est bien d'accord. Et donc la disparition d'une personnalité, hein. Ceci étant, on sait maintenant que derrière tout ce visible-là, derrière tout ce palpable-là, euh, il y a un constituant qui est le même constituant que tout ce qui nous entoure, hein. Tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous portez sur vous, tout ce que vous êtes, tout ça, c'est la même énergie avec des formulations différentes. Donc, en, en s'ouvrant à cette compréhension-là, on peut effectivement percevoir que le lien global, énergétique et fondamental de base, il existe. Ou est-ce que la mort a un sens? Bah, le sens de la mort, c'est que tout ce qui est lié à la matière est appelé à disparaître. Hein, je veux dire, c'est l'essence même de la matière, c'est la mutation permanente. Et donc, du coup, à partir de là, on sait très bien, dès l'instant de la naissance, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'effectivement, ça va s'arrêter, quoi. Hein. Alors à un moment donné, plus ou moins lointain, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, le problème, c'est qu'on n'est pas préparé à ça. Je veux dire, on n'est pas, on est au niveau des sociétés, souvent, on est, à part les gens qui ont une approche spirituelle éventuellement, mais sinon, on est confronté à ça douloureusement le jour où ça arrive, je dirais, hein. Et puis, on n'est pas accompagné, on n'est pas préparé, on nous explique pas. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de simplifier les choses en revenant à la base du phénomène, en fait, qui est effectivement la disparition, l'évanouissement en fait, hein, d'une personnalité et d'un corps. Mais comment dire, ça n'enlève rien au fait que la réalité ultime de ça,
c'est que de toute façon, on n'est que de l'énergie. Alors, on fait avec ce corps, hein, on fait avec tout ce qui nous entoure et notre, notre trajectoire dans le monde de la matière, de multiples manières, mais au bout du compte, on n'est qu'une portion d'énergie dans l'univers, comme tant d'autres, hein. Oui, alors vous dites qu'à la lumière de cette compréhension, la mort n'est plus seulement douleur, elle est leçon. La mort n'est plus uniquement départ, elle est aussi arrivée. La mort n'est plus simple disparition, elle est également apparition. C'est intéressant ça. Alors, comment faire pour retrouver et conserver intact le lien avec un défunt? Ah, c'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on est, à ce qu'a été l'autre, à ce qu'est toute forme de vie, et intégrer l'idée qu'effectivement, placer notre compréhension au niveau de l'énergie globale, en fait, hein, et arriver. Et ça, la science aujourd'hui est intéressante parce elle sert de passerelle. On est, bon, tous les gens qui sont un peu dans la spiritualité ont eu tendance très longtemps à décrier la science. Aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où on a travaillé sur, au-delà de la vitesse de la lumière, on est entré dans le quantique et on est arrivé à comprendre qu'effectivement, on a accès en permanence à une autre dimension, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que on a notre dimension matérielle, physique, humaine, qui passe par nos cinq sens, par le mental, par l'ego. Et puis on a cette autre dimension qui est tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui n'est pas matériel. Et ça, c'est quelque chose qui repose sur d'autres fondements. C'est-à-dire que quelque part, on est c'est un peu je parlais souvent des deux faces de l'existence, en fait. Il y a la face visible, et puis il y a la face invisible. Et la face invisible, elle n'est pas destructible parce qu'elle n'est pas matérielle, quoi. Et donc, du coup, elle reste là, comment dire, en suspension un petit peu. Et le moyen de garder contact ou de reprendre contact avec, celles et ceux qu'on pensait disparus, c'est effectivement de nous reconnecter à cette énergie-là. Et c'est vrai que il se passe dès lors des choses qui sont intéressantes parce qu'effectivement, on peut avoir des phénomènes, on peut avoir Alors, c'est pas systématique, c'est pas de la transmission idéale aussi, hein. C'est pas forcément intelligible avec le mental, mais il y a comme par hasard des choses qui se passent qui montrent que on a toujours une connexion avec certaines personnes qui nous ont été très chères parce que de toute façon, on est en elles et elles sont en nous, puisque de toute façon, on procède de la même énergie, quoi. Oui, vous dites, enfin, vous écrivez que vivre un deuil dans la plupart du temps ne prend fin que lors de notre propre disparition. On n'en sait rien, parce que finalement, on ne sait pas si on va pas être encore en deuil de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, sauf que le deuil est lié, sauf que la notion de deuil de manière classique, si vous voulez, habituelle, elle est liée à la perte, au manque et à l'absence, en fait, hein. Or, il se trouve qu'à partir du moment où on perd notre corps, notre personnalité, on n'est plus que toutes ces choses immatérielles qu'on était déjà auparavant, en fait, hein, toute la part de nous-mêmes qui n'est pas matérielle, qui est liée effectivement, qui serait, bon, globalement, on pourra dire du domaine de notre âme, en fait, hein, dans l'absolu. Je veux dire, ça veut dire que ça, à partir de là, on n'est plus dans le deuil, puisque de toute façon, on est dans la même dimension énergétique, en fait, quelque part. Donc le deuil, il va pas pour autant continuer à partir du moment où on n'est plus là, quoi. Oui, alors il y a aussi page 77. En ces temps où les hommes ont souvent beaucoup de mal à s'accorder sur des idées ou des valeurs communes, voilà au moins un point sur lequel ils se retrouvent, la certitude d'avoir à mourir, même ceux qui disent qu'ils y pensent jamais. Parlez-nous de l'homme qui regarde à la fenêtre, hein, qui regarde par... Oui, alors l'homme qui regarde à la fenêtre, ça c'est une notion un petit peu basique qui me paraît essentielle pour tout le monde. C'est-à-dire que la perception qu'on a et de la vie et de la mort, elle est toujours à l'intérieur de nous par rapport à nos cinq sens, à la perception de nos cinq sens.
Or, il se trouve que la science, encore elle, dit aujourd'hui que effectivement nos cinq sens sont très limités, en fait, hein, aussi bien au niveau de la vue que du toucher, que de l'ouïe, parce que c'est lié à des appareils à des appareils biologiques, si vous voulez. Si vous prenez par exemple, si vous regardez le monde extérieur depuis le fond d'une pièce contre un mur et sur le mur d'en face vous voyez une fenêtre, vous voyez le monde de la taille de la fenêtre. Si par contre vous approchez de la fenêtre et que là vous vous penchez et que vous regardez, ben, vous allez avoir une vision à 180 degrés du monde. Je veux dire, donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi la nouvelle perception qu'on peut avoir du deuil, c'est aussi de s'ouvrir à cette perception et à cette conception du fait que nous ne sommes pas que nous ne sommes pas que ce physique, que ce mental, que cet ego, que ce qui dirige notre vie de tous les jours, dans notre trajectoire de tous les jours. Nous sommes aussi tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas palpable. Et c'est ça qui est fondamentalement notre identité véritable. Moi, je fais beaucoup la différence entre la personnalité et l'identité. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui une personne avec un mental, avec un physique, avec une trajectoire humaine, mais vous avez aussi une identité. Et votre identité, c'est pas l'identité qu'il y a sur votre carte d'identité officielle, hein. Votre identité véritable, c'est votre nature éminemment énergétique qui, elle, de toute façon, va subsister. Oui, alors justement, une autre question vient alors s'imposer si en réalité, de par sa constitution matérielle, l'homme n'est qu'énergie, que devient cette dernière, cette énergie, sa dimension vibratoire initiale, lorsque le corps physique cesse de fonctionner? C'est une bonne question parce que c'est la question que se posent la plupart des gens de toute façon, hein. Moi, c'est un peu ce sur quoi j'ai travaillé quand j'ai écrit les ouvrages sur le voyage de l'âme et quand effectivement le voyage de l'âme dans une autre vie et ensuite le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, où effectivement on a reçu des informations, et je suis pas seul à l'avoir reçu, il y a plein de gens qui ont reçu ça et depuis très longtemps, sur le fait qu'effectivement, au moment de la séparation du corps avec notre principe énergétique, hein, qu'on peut appeler l'âme de manière générique, hein, il y a effectivement un transfert qui se passe en fait, et avec le fait que euh, ce qui est notre identité, notre âme, effectivement, entre dans une autre dimension où là, elle va se retrouver dans un univers qui est uniquement vibratoire, uniquement énergétique, et avec d'autres âmes, si on peut dire. Et là, effectivement, on est complètement dans une autre dimension où tout n'est qu'énergie. C'est de la lumière, c'est du son, c'est du vibratoire. Et là, il y a une continuité et on peut retrouver, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec j'allais dire des entités, mais des identités qu'on a connues auparavant. Il peut y avoir des regroupements et toutes ces choses. Et après, justement, dans le voyage de l'âme, dans une nouvelle incarnation, j'avais expliqué que après, ça peut expliquer qu'il y ait des retours, effectivement, dans une nouvelle incarnation. Mais là, on entre encore dans une autre dimension en termes d'explication, parce que là, faut intégrer aussi l'idée que on puisse aller et venir d'une dimension à une autre, quoi. Oui, alors est-ce que la conscience, mais est-ce que la conscience c'est l'énergie et la conscience de quoi parle-t-on finalement? Est-ce que cette conscience serait pas l'énergie? Bah, si vous voulez, la notion de conscience, la notion de conscience, elle aussi, elle doit être prise aussi à plusieurs niveaux parce on a effectivement une conscience une part de la conscience qui repose sur effectivement notre manière de percevoir les choses, d'interpréter les choses et de concevoir les choses au niveau intellectuel. Et puis il y a une conscience qui est une conscience complètement intuitive et complètement immatérielle et qui, bon, que moi j'appellerais plutôt une conscience, la conscience de l'âme en fait, hein, quelque part de ce qui subsiste, de ce qui transite d'une dimension à une autre en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on a une ouverture par rapport à ces
à cette approche-là que maintenant la science vient vraiment soutenir, on se rend compte que du coup, ça donne une autre dimension. C'est-à-dire que quelque part, vous parliez tout à l'heure du fait d'être plus ou moins immatériel ou éternel ou des choses comme ça, mais je veux dire, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est dire que de toute façon, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, on est toujours une, comment dire, une pulsation énergétique en fait qui est en devenir toujours quelque part. Après, ça prend les formes qu'on lui donne, hein, par rapport avec notre corps, avec notre culture, avec notre spiritualité éventuellement. Mais effectivement, tout au bout du compte, et je rejoins ce que vous disiez, tout au bout du compte dépend de la nature et de l'élévation de notre conscience en fait quelque part. Parce que effectivement, la conscience, elle est pas liée à la matière. Elle n'est pas liée à la matière. C'est-à-dire que dans ce qu'on va faire ou dans ce qu'on va expérimenter dans la matière, bien évidemment, on le fait d'une manière plus ou moins consciente. Mais en réalité, à l'origine, la conscience, c'est simplement l'expression la plus pure de ce qu'on est énergétiquement, quoi. Et tout l'intérêt d'une trajectoire personnelle allant vers un éveil ou un réveil de toutes nos potentialités, c'est effectivement d'élever et d'élargir au maximum sa conscience, quoi. C'est pour ça que je parle souvent, moi, de réveil et du fait qu'on a toutes les potentialités, parce que, en fait, comme on est tous la même énergie, on a tous au départ les mêmes potentialités. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait, comment on s'en sert, comment on est ouvert à ça, c'est ce qui fait toute la différence entre les individus, quoi. Ou est-ce qu'on peut pas penser que la conscience, c'est aussi la connaissance? C'est-à-dire que lorsqu'on passe de l'autre côté, quand on fait une amie, on se retrouve dans la connaissance pure, c'est-à-dire on est dans un bain de lumière, on connaît tout, on se pose plus de questions. Ah Est-ce bah que de toute façon, vous avez accès à tout, puisque comme je vous disais tout à l'heure, maintenant la science atteste que de toute façon, dans chacune de vos milliards de cellules, il y a la même énergie que dans tout l'univers. Donc vous avez tous les potentiels et vous avez les réponses à toutes les questions. Maintenant, c'est quelle démarche vous faites vous pour vous connecter à ça? oui, je vous dis, est-ce que la conscience, c'est pas la connaissance qu'on retrouve lorsqu'on passe de l'autre côté? C'est-à-dire, vous dites qu'il faut faire monter le niveau de conscience de chacun, mais je pense que chacun va retourner dans cette connaissance après la mort, quoi. Excusez-moi. Ben, je le sens comme ça, moi. C'est-à-dire que même quelqu'un qu'on penserait un peu inconscient. Bah, je crois que il faut faire la différence entre entre la connaissance et le savoir. Hein, souvent, je parlais dans certains ouvrages de ça, c'est-à-dire que le savoir, c'est ce que, la connaissance, c'est ce qu'on accumule en termes comment dire, de choses que l'on a pu qu'on a pu apprendre. Pardon, oui. La connaissance, c'est ce qu'on a avant la naissance. C'est-à-dire Oui, que alors à ce moment-là, alors d'accord. Alors ça, après après c'est une question de définition. Euh, vous savez, je crois que quand on est au cœur des choses, alors ça rejoint ce que vous disiez en termes de connaissances. Quand on est au cœur des choses, on sait les choses. On sait les choses. Et le savoir, la différence, ce sont les choses que l'on apprend. En fait, on connaît plein de gens qui sont très savants, mais qui n'ont pas cette connaissance intime de la réalité ultime et de la pureté des choses, en fait. Donc il faut bien faire la différence, c'est-à-dire qu'on est dans une société, dans un monde qui est, qui fait tout reposer sur les savoirs, sur le fait d'apprendre, sur le fait d'être connaissant, d'être performant et toutes ces choses. Or, pour vous rejoindre dans la notion de connaissance ultime, si vous voulez, on a cette part-là que l'on ne travaille pas, en fait. Et là, il y a un gros travail à faire, et notamment au niveau du deuil, par exemple, sur effectivement le fait de se reconnecter avec ce qu'on est au niveau ultime, si vous voulez, pour justement garder le lien, garder la possibilité d'un lien avec les êtres qui sont disparus ou ceux qui sont sur le point de disparaître, quoi. il n'est plus question de vivre puis mourir, mais d'exister avec ou sans corps. Et si tu veux vivre, prépare-toi à mourir. Donc ce serait une aventure vibratoire illimitée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quelque part, on est, comme je vous dis, une portion d'énergie qui, pardon pour l'expression, qui se balade dans l'univers, quoi, qui va, qui vient et qui, à certains moments, est très connecté
avec les sources énergétiques les plus pures, à d'autres matières, à d'autres moments, vient s'ancrer dans la matière. Et c'est pour ça que je dis souvent, effectivement, nous ne sommes pas des individus qui s'intéressent aux choses spirituelles. Oui, Nous sommes des formes spirituelles qui viennent à un moment donné s'ancrer dans la matière. C'est pas la même chose. oui, je sais plus qui c'est qui avait dit cette phrase. Alors, le temps de la mort, c'est quoi le temps de la mort? Il est bien plus important qu'il n'y paraît. Il y a des arrachements, des manques, de la douleur. Le Oui, temps bah, le temps de la mort, c'est quand survient le départ, quoi. Hein, quand survient la fin physique. Et à partir de là, ça nous interpelle bien évidemment au premier degré, parce que ça nous renvoie à la nôtre, en fait. Hein. Ça nous renvoie à la nôtre d'une manière ou d'une autre. Ça nous impacte beaucoup par rapport à l'attachement de la personne qui s'en va, mais ça nous renvoie à la nôtre et ça nous renvoie à ce que sera un jour notre finitude, quoi. Physique. Oui, à la Passion 17, là où, au-delà de toute notion de perte, loin de faire état d'une quelconque séparation, la mort rapproche l'âme du vivant et celle du disparu. Voilà, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quelque part, il y a au-delà, on passe de la dimension du physique et du matériel dans la dimension de l'immatériel. Et là, il y a une connexion qui peut se faire avec entre les deux pulsions énergétiques que sont les deux âmes, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la persistance de l'âme au travers de l'histoire, c'est-à-dire comment elle était perçue? Bah, c'est-à-dire en fait, on a eu on a eu très longtemps deux types d'approches, hein, comme un peu comme aujourd'hui, à savoir des approches qui étaient des approches très premières et matérielles et ancrées dans la matière, en fait. Et puis on a eu l'émergence, effectivement, comment dire, du fait que la mort n'était pas forcément la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au néolithique, on commence à ne plus laisser les cadavres être dévorés par les animaux qui passent, mais à les enterrer, puis à mettre éventuellement des objets du défunt avec lui, là, on entre dans une autre dimension, on entre dans une perception, dans une croyance dans un premier temps, sur le fait que ça ne s'arrête pas à la mort physique, en fait. On va le retrouver chez les Égyptiens aussi, hein, je veux dire, où effectivement on retrouve dans les pyramides le fameux bateau qui emmène l'âme, la pesée de l'âme et toutes ces choses-là. Et donc, du coup, ça va petit à petit suivre son chemin, cette évolution. On va le retrouver à peu près dans toutes les civilisations, en fait, hein, quelque part, le fait que, alors, perçu et expliqué d'une manière plus ou moins présente et précise, en fait, mais avec cette perception que il y a autre chose, qu'il y a autre chose. Et puis, il va y avoir des pratiques spirituelles qui vont amener à des contacts, à des perceptions. Il y a des gens qui vont faire du travail de ce qu'on appelle les médiums éventuellement, qui vont recevoir des informations, et puis des informations qui vont se corréler, qui vont correspondre. Vous savez, c'est comme l'histoire des expériences de mort imminente, où on a eu dans les années 1975, 74, 75, le livre de Raymond Moody sur la mort après la mort et la vie après la mort et toutes ces choses. Et je veux dire, comme par hasard, on a fait des expériences, on a fait des sondages au niveau des États-Unis. Bon, on a vu qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient vécu la même chose, quoi. Et on a vu, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces phénomènes-là, et on voit des gens qui n'ont pas de communication entre eux, qui ont des cultures tout à fait différentes, qui ont des langages tout à fait différents et qui parlent des mêmes choses, quoi, des mêmes phénomènes, quoi. Je veux dire, et on a vu effectivement des systèmes aussi de gens de décorporation pendant des opérations chirurgicales, tout un de choses. Enfin, on a des phénomènes qui à une époque ont pu être perçus comme des choses qui étaient un peu chez des allumés, quoi, hein, quelque part. Hein. Et puis en fait, ça a été étudié scientifiquement. Ça a été étudié scientifiquement, et puis on a eu du coup des retours qui étaient tout à fait intéressants sur des choses bien particulières. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur
je fais beaucoup d'écriture automatique. Je veux dire, effectivement, quand on a la main qui commence à écrire toute seule, on ne sait pas quel sujet et que on a des phénomènes et que du coup, ça dit des choses à des gens qui vous demandent, des choses très concrètes, très particulières. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Et être un minimum ouvert, si vous voulez, même si on, dans un premier temps, on n'adhère pas à la chose, de s'intéresser, de voir les choses, et puis d'expérimenter, de dire effectivement, vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci, mais essayez de voir, testez ça, regardez, ouvrez-vous aux choses et vous allez voir, il se passe des choses intéressantes. Alors, comment justement forger sa propre expérience? Bah, changer sa propre expérience, c'est, il y a d'une part s'informer aux bonnes sources quand c'est possible, quand c'est possible aussi se faire accompagner par des gens qui savent et qui peuvent aider sans pour autant prendre le pouvoir, hein, parce que bon, on sait comment ça se passe, on sait quelles sont les dérives à ce niveau-là, hein. Et puis c'est surtout accepter ce que j'appelle cette multidimensionnalité, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que quelque part, le fait que on n'est pas que, on n'est pas que cet individu-là, on n'est pas que ce corps que l'on porte et que l'on balade tous les jours, on n'est pas que ce mental avec c'est en moyenne 60 000 pensées par jour quand même, hein, qui nous traversent l'esprit, quoi. Je veux dire, et qui viennent nous impacter, qui viennent nous manger la tête souvent. Je veux dire, donc faire le tri de tout ça, de revenir aux sources essentielles, écouter aussi, écouter. On reçoit des informations et des signes tous les jours. Il faut apprendre à décrypter tout ça, quoi. Et ça nous donne des informations, même par rapport aux défunts, quand on perd des individus comme par hasard, il se passe des choses. Il y a des choses, mais ce ne sont pas des langages. Je veux dire, il ne s'agit pas pour autant d'être capable, on n'est pas forcément pour autant capable d'entendre quelque chose ou de voir quelque chose. Mais par contre, il y a des choses que l'on sait et que l'on sent profondément. Et c'est là qu'il y a un travail intérieur à faire. Ok, alors comment partager son expérience, peut-être en écrivant un livre comme vous l'avez fait? La mort, finalement, il y a peut-être des gens qui ont envie d'y aller, hein. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, hein. Je veux dire, vous savez, il y a toute la gamme, il y a toute la gamme des nuances. Il y a toute la gamme des nuances. À partir de là, euh, les grands sages disent tout est bien, tout est bien, et les choses se font quand on est prêt ou quand on n'est pas prêt. Et il y a toujours du sens sur le fait que la mort intervient à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est un autre domaine. On peut aussi travailler là-dessus. Euh, il y a le rôle de la maladie. Il y a le rôle il y a qu'est-ce qui se passe avec des gens qui deviennent plus que centenaires. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il y a toujours du sens. Tout ce qui nous arrive, ce qui est important, moi, ce que j'essaie de faire quand j'accompagne des gens, c'est d'aider à trouver le sens, d'aider à décrypter ce qui nous impacte, ce qui fait que on croit certaines choses plutôt que d'autres, faire le tri avec tout ce que le système, tout ce que les médias, tout ce que les réseaux sociaux veuillent nous donner ou veuillent nous abreuver, alors qu'en fait, la réalité ultime, elle est ailleurs, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus fondamentale que ça. Donc il faut savoir prendre de la distance, être dans le monde, pourquoi pas? On est incarné, on est dans le monde, hein. Mais dans quel monde? Est-ce qu'on est dans le bon endroit, dans les bonnes choses qu'on est venu faire? Et c'est pour ça que, bon, moi j'ai une conférence sur le fait de dire qu'est-ce que vous êtes venu faire et qu'est-ce que vous en faites, quoi. Parce que ça peut aider beaucoup et simplifier et surtout éviter qu'on ait la tête en surchauffe, quoi. Ce qui nous concerne personnellement, sa propre mort peut être une délivrance. Oui, tout à fait. Aussi, ça peut être aussi une manière de dire bon, bah, je considère que soit que j'ai fait ce que j'avais à faire, soit que ça n'a plus d'intérêt. Et à ce moment-là, on peut arrêter de s'impliquer dans une trajectoire humaine, bien sûr. Ça arrive tous les jours. On en connaît, hein. Je veux dire, il n'y a pas des exemples. Il y en a tous les jours. Maintenant, quel sens ça a? Parce que la problématique, c'est que le départ, si vous voulez, le départ de quelqu'un, la mort de quelqu'un impacte cette personne, impacte cette âme, mais ça impacte aussi toutes les personnes qui étaient proches de cette personne, si vous voulez. Donc il y a
C'est un peu comme quand on jette une pierre dans un lac, hein. Il y a tout un tas de vibrations et d'éménations qui vont tout autour, et ça rappelle tout le monde. Et comme tout ce qui nous arrive est enseignement, du coup, bah, on a tous à en tirer quelque chose. Maintenant, il y a plein de gens qui, du coup, vont pas se poser de questions et préfèrent ne pas y penser, hein. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous écrivez, moi la mort, j'y pense jamais, mais bon, on peut pas ne pas y penser puisqu'elle est là présente tous les jours dans les informations, elle nous guette. Mm. Bernard Baudouin, un autre regard sur le deuil et la mort aux éditions Ambre. Vous avez un site internet bernardbaudouin.com. Est-ce que vous avez des activités prochaines ou... Bah, écoutez, moi, je viens de lancer une chaîne YouTube aussi, où il y a toutes les vidéos de toutes les choses que j'ai pu faire et toutes ces choses pour essayer d'éclairer, d'essayer de lever le voile, hein. J'essaie toujours de lever le voile sur les choses qui sont fondamentales, essentielles. Et puis, bah, toujours les ateliers d'écriture. Il va y avoir une masterclass écriture très bientôt, là. Et puis, bon, bah, toujours comment dire, les activités de transmission et d'accompagnement, comme d'habitude, quoi. Et puis, toujours d'autres livres, bien évidemment, encore des projets. Tout n'est pas terminé. Et quand vous dites atelier d'écriture, c'est de l'écriture automatique, c'est ça? Non, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, déjà, j'accompagne des gens qui n'ont jamais écrit, qui avaient toujours envie, mais qui ont écrit, qui veulent écrire un premier livre, en fait. Et moi, je pars dans l'idée qu'à partir du moment où vous savez lire, vous savez écrire. Et donc, j'ai convaincu et j'arrête et je pars et j'ai moi de multiples fois vérifié qu'effectivement, avec une motivation persistante et du travail, ben, on peut écrire. Alors, ça va d'un roman, d'un recueil de nouvelles ou de l'histoire d'une famille. Enfin bon, les gens peuvent effectivement. J'essaie de partager ma longue expérience de l'écriture sur le fait que c'est toujours possible parce que c'est l'écriture, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Je veux dire, ça permet et de voyager et de s'exprimer, de pratiquer ça n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel sujet. C'est un moyen de communication fondamental. Et de travailler sur soi. Oui, tout à fait, bien évidemment, parce que poser des mots, c'est quelque chose de fondamental. Le rôle des mots, l'impact des mots, vous savez, les mots, ont une puissance vibratoire aussi, hein. Donc, j'avais travaillé là-dessus aussi à une époque sur le fait que tous les alphabets, la création des lettres des alphabets, toutes les lettres ont une puissance vibratoire, donc c'est important. Un mot pour terminer cette émission, Bernard Baudouin? Moi, j'essaie d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils apprivoisent la mort, celle des autres et la leur, parce que rien ne s'arrête. Oui, sauf pour ceux qui ont envie que finalement ça s'arrête et qu'ils soient délivrés. Oui, tout à fait, mais il n'empêche que quelque part, il restera un lien avec ce qui reste de toute façon. Alors, ils arrêteront effectivement leur trajectoire humaine, en fait, hein, mais il restera un lien. Alors après, qu'ils entretiendront ou qu'ils entretiendront pas, mais quelque part, c'est la liberté aussi, c'est que chacun, ça veut dire quoi? Ce que vous dites là, quand les gens veulent arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, et c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup dans mes ouvrages, c'est qu'on est le maître de notre trajectoire humaine, en fait. Ça veut dire qu'ils veulent plus vivre. Ouais, ça veut dire qu'ils ne perçoivent plus la nécessité, l'importance que ça peut avoir, le fait que les choses puissent changer, que les choses, qu'en ouvrant son esprit ou sa conscience, on puisse faire évoluer les choses. Il ne croit pas au fait que les choses changent tous les jours. Vous savez, tous les jours, on perd des millions de cellules et on en gagne des millions aussi, hein. On pense que, on regarde notre physique, on regarde le physique des autres, on pense que c'est toujours la même chose. Or, ça n'est jamais la même chose. C'est l'impermanence dont parlent les bouddhistes aussi, hein. Je veux dire, donc, tout évolue maintenant. Quel rôle voulons-nous donner à cette évolution? Si on n'a plus envie de donner de rôle à cette évolution, bah, il peut être logique de vouloir arrêter, quoi. Oui, c'est ça, si on n'a plus envie. Faut le respecter, faut le respecter. Maintenant, moi, j'essaie de dire aux gens, il y a toujours, tout change. On peut toujours changer. Moi, j'ai vu des gens apprendre à 85 ans à jouer du piano et alors qu'ils ont voulu toute leur vie, ils pensaient que c'était pas possible. Moi, j'ai vu des gens aussi considérer qu'ils ne pourraient jamais écrire. Et ces gens écrire un livre, quoi. Je veux dire, donc, c'est possible. Maintenant,
quelle est votre motivation? Voilà. C'est le tout, c'est d'en avoir envie. Et si on n'en a pas envie, on peut pas être en vie. Ah ben bien sûr, mais de toute façon, on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas convaincre les gens, on ne peut simplement que, effectivement, stimuler et faire comprendre qu'avec une certaine motivation, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est les gens qui disent impossible n'est pas français, quoi. Vous savez, ou cette fameuse phrase qui dit il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Oui, et puis il y a ceux qui viennent vous voir, et il y a ceux qui restent chez eux finalement, qui viennent pas vous voir ou qui demandent rien à personne et qui, voilà, je veux dire, il y a ceux-là, ceux qui n'ont même pas envie de demander de l'aide. Voilà, Voilà. tout à fait. Oui, tout à fait, parce que c'est plus le moment, parce que ils ont vécu des choses ou ils vivent des choses qui font que il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, dans leur conception des choses, il n'y a pas d'avenir. Donc, s'il n'y a pas d'avenir, pourquoi rester? Ok. Je vous remercie Bernard Baudouin, merci Mais- beaucoup. Merci à vous, Joël. Merci à vous. Et votre livre sur l'eau, on n'a pas eu le temps de faire quelque chose dessus, mais ça parlait de quoi en quelques mots? Ah, ça parlait. En fait, j'ai voulu faire un livre sur l'eau, là aussi qui correspondait pas aux livres habituels, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, on a fait des livres sur ce qu'est l'eau et toutes ces choses, et moi, j'ai fait un livre sur, sur l'eau qui parle à la première personne de l'histoire de la vie, en fait. Depuis le tout début, quand l'eau est arrivée sur Terre, en fait, parce qu'au départ, elle n'y était pas. Et puis, comment, au niveau des civilisations, elle a aidé à développer toutes les civilisations, jusqu'à comment aujourd'hui, aujourd'hui, il faut dresser un bilan bien particulier et surtout faire comprendre que si on fait pas attention, demain, il y aura plus d'eau, et s'il y a plus d'eau, il y a plus de vie. C'est pas compliqué. Si vous buvez pas au-delà de 3 jours, vous mourrez, quoi. C'est-à-dire, donc, c'est un peu une alarme et une alarme avec tout ce dont on parle dans les médias au jour d'aujourd'hui, avec les scandales de l'eau en bouteille, les scandales des machines et toutes ces choses-là, quoi. Je veux dire, donc, j'ai voulu faire un livre où c'est l'eau, cette fois, c'est l'eau qui a la parole et qui dit aux humains, n'oubliez pas que sans moi, il y a plus, il reste plus grand-chose, quoi. Oui, donc ce livre est paru aux éditions Quintessence en 2024. Il s'appelle Eau, EAU. Je suis la source de toute vie face aux dangers qui me guettent. C'est ça. Voilà. Merci encore Bernard Baudouin. Merci à vous, Joël. Merci.